Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire dont la thématique sera l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la pratique vétérinaire et plus particulièrement dans l'aide à l'interprétation radiographique. Donc, je me présente, je m'appelle Denis Catino, je suis vétérinaire et également directeur général de Mano Médical, votre partenaire matériel depuis plus de 25 ans dans un certain nombre de domaines qui vous sont cités à l'écran comme l'imagerie, la chirurgie, diagnostic, les soins, l'aménagement. Aujourd'hui, c'est plutôt le domaine de l'imagerie qui va nous occuper, donc par rapport à cette thématique particulière. Je tiens tout de suite à remercier mes deux confrères qui ont généreusement accepté de co-animer cette réunion. Donc, d'une part, Grégory Santaner, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, donc grand fan de technologies nouvelles, grand connaisseur de la matière. Euh, j'ai un petit souci de passage de slide. Voilà, excusez-moi, ça a été un petit peu décalé. Ça va mieux comme ça, merci. Euh, donc Grégory, qui est consultant en e-santé, qui est donc fondateur de Veto Network et également associé à Nikun, que tout le monde connaît pour l'ensemble de ses postes sur l'ensemble des nouvelles technologies. Et d'un autre côté, donc notre confrère Pierre Daniel, qui était vétérinaire praticien en exercice en référé en chirurgie et en imagerie de la clinique vétérinaire Imavet. Sans tarder, je leur passe la main pour à peu près une petite heure d'exposé. Je rappelle à certains ou à tous qu'il y a dans le module conversation, vous pouvez poser éventuellement des questions en direct live dans le petit chat qui se propose et on tâchera soit pendant l'intervention, si ça le nécessite, soit juste après l'intervention, de répondre à toutes ces questions. C'est à vous, messieurs. Merci beaucoup, Denis. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On espère que tout va fonctionner techniquement parce que, comme d'habitude, quand on présente des nouvelles technologies, parfois, c'est délicat. Je vais passer rapidement, mais aujourd'hui, je vous parle avec plusieurs de mes casquettes. Bon, bien sûr, Veto Network, mais surtout et aussi Nikun Vétérinaire parce qu'on utilise de l'IA en imagerie depuis 1 an et demi et ça complétera, je pense, lors des questions, les apports de Pierre qui, lui, a bien testé SignalPet dont on va vous parler aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y a toujours la casquette Vetinitech pour l'association de la e-santé animale. Si on reprend un peu les choses à la base, le mieux, c'est de demander à une IA de se définir elle-même. Alors là, c'est pas de l'IA en radiographie, on va y venir. Et on voit que quand on demande tout simplement à ChatGPT qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, on va nous parler de choses qui vont grosso modo simuler certaines fonctions de l'intelligence humaine. Alors on voit que ChatGPT s'envoie un peu des fleurs parce qu'en résumé, l'IA, c'est comme un cerveau artificiel qui aide les machines à accomplir des tâches complexes, souvent de manière plus rapide ou plus précise que les humains. Alors, ça va être d'ailleurs un des sujets du temps qu'on va passer ensemble et peut-être des interrogations que vous allez avoir. C'est est-ce que c'est vraiment plus rapide? Est-ce que c'est plus précis que les humains? Alors, des fois oui, des fois non. Je pense que ça va être un de nos sujets. Tout ce dont on va vous parler aujourd'hui, en fait, on a l'impression que c'est hyper nouveau, hyper récent. Alors oui, les choses dont on va vous parler avec Pierre en imagerie et en imagerie assistée par l'IA, ça c'est un peu nouveau. Mais par contre, l'intelligence artificielle, c'est un sujet depuis plus de presque 75 ans, avec des premières définitions de Turing, et puis une conférence un peu fondatrice comment dire, a eu lieu en 1956 à Dartmouth. On dit qu'il y a eu des hivers de l'IA, c'est-à-dire des moments où l'IA était, un peu en sommeil, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau, les recherches n'aboutissaient pas. Et puis là, on est un peu en plein été. Vous entendez parler d'IA certainement partout, à la fois dans vos vies perso, vos actualités. Et puis là, dans le domaine vétérinaire, on n'y échappe pas. En fait, c'est le fait qui est cette accélération qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui ensemble. L'IA, c'est aussi comment faire parler les données. Et on verra ensemble que pour la solution SignalPet qu'on vous présente aujourd'hui, il y a eu beaucoup de données utilisées. Donc avec des données un peu en bazar. Alors c'est pas pas si bazar que ça pour des radios, qu'on essaye d'assembler, d'arranger, de présenter correctement pour en tirer quelque chose et avoir des outils idéalement justement utiles, qu'on peut utiliser tous les jours, qui nous sont utiles. Donc on parle de données de radiographie, de pixels. On va reprendre ce mot-là qui est intéressant pour en faire finalement des algorithmes qui vont donner des outils comme SignalPet dont on va parler aujourd'hui.
Un point important, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des entreprises qui travaillent le sujet depuis un certain temps, et on a la chance d'en avoir plusieurs dans le monde vétérinaire, c'est la notion de qualité des données. Là, normalement, vous êtes en train de froncer les sourcils et de regarder un peu comment distinguer Chihuahua et Muffin. Bah, c'est un petit peu ce que va faire un algorithme d'apprentissage quand il va travailler. Il ne le fait pas aussi en fronçant les sourcils, mais la qualité et la quantité des données vont faire la performance de l'IA. C'est pour ça que ça demande un peu de temps de produire des outils. On a des notions de biais aussi, on en reparlera peut-être un petit peu, Pierre, quand tu montreras tes cas cliniques, je pense qu'on sera dessus. Et dans tous les cas, ce qui est intéressant, on pourrait se dire, mais c'est des outils, mais comment je peux juger de la pertinence de ça? On peut rester scientifique, demander s'il y a des publications, des choses qui ont été étudiées pour essayer de vérifier la pertinence de ces outils, même si on s'y connaît un peu moins en intelligence artificielle qu'en médecine vétérinaire. Quelques chiffres, j'ai essayé de chercher un peu parce que j'ai trouvé ça intéressant de dire c'est quoi notre usage de la radiologie, de la radiographie vétérinaire. Alors, j'ai pas des chiffres super récents, même si 2018, c'est pas si loin que ça. Et c'était une enquête de la fédération de la FAFVAC, donc les vétérinaires francophones, en fait. Ce qu'il apparaissait, c'était qu'il y avait un usage majoritaire, voire même ultra majoritaire de la radiographie numérique en 2018. Donc, c'est très bien parce que je dirais que ça va nous faciliter les choses pour l'apprentissage des algorithmes et c'est d'ailleurs quelque part lié. S'il n'y avait pas eu la radiographie numérique, on n'en serait pas là au niveau assistance IA pour les radiographies. Il y a un point que je partage, hein, je ne fais plus de pratique depuis quelques années, mais quand j'étais encore praticien, les radios, ok, des fois on voyait bien ce qu'on voulait voir, mais il y avait aussi, j'avais du côté, je pense que j'aurais été comme tout le monde, c'est-à-dire que sur un indice de 1 à 10 de confiance dans le diagnostic ou l'analyse radiographique qu'on fait, il y avait seulement sur ce panel de vétérinaires français interrogés un petit quart qui se mettait 8 ou plus sur 10. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une grande partie des vétérinaires, quand on lire une radio est quelque chose où il n'y a pas forcément quelque chose où on est très à l'aise. Je dirais que c'est encore plus vrai pour discuter avec des jeunes consoeurs, jeunes confrères quand on débute. Hein. Voilà, après, on prend un peu de bouteille, on estime en prendre et on a peut-être plus confiance en soi. Mais malgré tout, c'est pas si simple que ça. Et puis, un dernier point qui est intéressant, c'est que pratiquement à l'époque de cette enquête, 4 vétérinaires sur 10 ne faisaient jamais d'interprétation externe, c'est-à-dire ne faisaient jamais lire leur radio ailleurs. Et puis ceux qui faisaient voilà, lire un quart des radios étaient la large majorité. Donc, ce qui veut dire qu'au final, on est souvent un peu seul devant ces radios numériques avec un niveau de confiance plus que modéré. Donc, d'où l'intérêt d'avoir peut-être une forme d'assistance. Et une phrase et qui est un peu la clé du sujet, c'est un pixel est un pixel. C'est une phrase qui a été prononcée par Avi Avener à une table ronde au London Vet Show, justement sur la solution SignalPet. Avi Avener, c'est un des vétérinaires spécialistes qui fait partie de l'équipe de SignalPet. Et quand il a dit ça au début, j'ai dit mais c'est quoi cette phrase? Ça ressemble à pas grand-chose. Et en fait, ça explique tout. C'est-à-dire que l'œil vétérinaire par rapport à l'analyse par l'IA, y a des biais des deux côtés. Mais les biais humains, ils sont quand même pas neutre en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a un œil humain, si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous êtes pressé en fait, hein, parce qu'on sait bien que dans une clinique, il peut y avoir 15 000 choses à faire en même temps. Voilà, on a lancé la consulte, on n'était pas parti pour faire une radio, on tape la radio, on essaye de la lire entre deux trucs, un coup de téléphone, une ASV qui vous demande quelque chose. Et ça, clairement, ça n'aide pas notre œil et notre cerveau humain à être efficace et pertinent à chaque fois. Il y a aussi, bien sûr, les biais de confirmation. Hein, on l'a tous fait, moi le premier, c'est-à-dire que voilà, on tape une radio pour évaluer un thorax. Ce qu'on recherche, c'est plus ou moins une cardiomégalie. On la voit, on est content, et puis on passe à côté d'autres choses parce qu'on a juste notre biais de confirmation qui a fonctionné. À côté de ça, on a l'intelligence artificielle qui est infatigable, pas vraiment de fatigue, de stress et d'émotion, hein, hormis la lenteur de la connexion, on en reparlera un peu plus tard, qui mesure tout le temps, et pour qui un pixel est un pixel. C'est-à-dire un pixel est un pixel, ça veut dire qu'en gros, le pixel qui est pile dans la zone qui vous intéresse, ou le pixel qui est à l'autre bout de la radio, de l'autre côté, dans un coin, sera analysé avec la même pertinence, la même logique, mais aussi avec les mêmes biais, ce qui peut parfois entraîner des mésinterprétations. Donc, ça veut dire que c'est pas un outil parfait.
Ça, je pense que ça fera partie des questions qu'on abordera ensemble. Et ça veut dire que l'idée, là, de coupler l'œil humain vétérinaire avec l'analyse de l'IA, c'est de limiter les biais des uns des autres, prendre le meilleur de l'un et le meilleur de l'autre pour arriver au meilleur résultat pour l'animal. Et donc, pour revenir sur SignalPet, moi je me souviens, la première fois que je les vois, c'est au VMX, qui est un peu la VAC, c'est le Veterinary Meeting Expo, qui a lieu à Orlando tous les ans, en général fin janvier, d'ailleurs j'y retourne cette année. Et donc, voilà, je vois SignalPet. C'était la première fois que je voyais ça, en tout cas aux États-Unis. Il y avait aussi une solution française que vous connaissez, qui existe en France. Donc, ils annonçaient déjà la capacité à analyser un certain nombre de choses. Et puis, je les ai revus tous les ans au VMX, hein, avec un stand de plus en plus gros au fur et à mesure du nombre d'utilisateurs qui grandissait. Et puis, ils sont arrivés à Londres ensuite, en 2023, où là, ils avaient un stand et une présentation de leurs différentes solutions. Et puis, là, cette année, je dirais 2024, voilà, on a commencé à discuter de ça avec Denis Catino et l'équipe de Mano Médical. Et c'était l'arrivée de SignalPet, la possibilité d'avoir cette solution pour les vétérinaires français. On a quand même une solution qui est assez utilisée, hein, 4500 utilisateurs, c'est pas neutre, avec on arrive à pratiquement 4 millions de radiographies. Je sais que c'était 3,9, mais c'était les derniers chiffres et c'est sûr qu'on est à 4 maintenant, analysés par an. Donc voilà, quand je vous parlais de quantité de données et de qualité de données, et on arrive à avoir, voilà, c'est Pierre qui va nous en parler dans quelques instants, la détection de près de 70 types d'anomalies. Donc radiographie thoracique, radiographie abdominale, musculo-squelettique aussi, et aussi du dentaire, ce qui est assez intéressant, je trouve, parce qu'on est parfois dans la précision et l'interprétation qui est pas si simple que ça. Et donc voilà un petit peu où on en est de l'IA et de la radiographie assistée par IA en France. Et je vais passer la parole à Pierre qui va nous aborder ça sous l'angle plus praticien. Donc Pierre, je pense que tu dois prendre la main d'une certaine façon, ou que je te donne la main d'une Voilà. certaine façon. Fais-moi signe. Super. Bonjour à tous. La question est pourquoi en fait avoir un logiciel d'IA dans nos structures? Et en fait, qu'est-ce qu'on attend de ce logiciel? La première, finalement, c'est de nous aider dans notre diagnostic, plutôt dans notre diagnostic différentiel, on le verra ensuite. Éviter nos erreurs, comme l'a suggéré Grégory, qu'on pouvait vraiment faire beaucoup d'erreurs quand on est fatigué. Nous conforter aussi, c'est le biais dont il parlait, c'est qu'en effet, dans une radio, la première chose qu'on va faire, finalement, c'est chercher ce qu'on connaît. Et ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on n'a jamais vu, finalement, on ne va pas le voir. À côté de ça, c'est un outil de formation. Ça pourrait être un outil de formation, on va le voir, et c'est vous qui répondrez à ces questions. C'est est-ce que finalement ce logiciel y arrive? C'est aussi un gain de temps pour faire des comptes rendus. C'est vrai que ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas de comptes rendus sur nos radios, et on va voir que c'est assez facile de le faire. Est-ce que ça peut remplacer un spécialiste? Même chose, on verra si à la fin on peut y répondre. Et puis un élément aussi qui peut être pratique, c'est le stockage des images sur le net. C'est que ça peut peut-être stocker nos images radio, c'est-à-dire faire le rôle de PAX. Alors SignalPet, on envoie les radios et puis on tombe. Alors hop, j'essaye de passer la slide suivante. Ok, on est reparti. Une fois que vous avez envoyé vos images, en fait, vous tombez sur ce listing qui vous permet en fait de retrouver toutes vos images. Vous avez forcément le nom du patient, quand ça a été envoyé. Ici, la colonne à gauche, vous pouvez taguer, en fait, vous voyez, vous pouvez changer, en fait, le nom. L'intérêt, c'est tout simplement de pouvoir, par exemple, classer toutes vos radios d'ortho d'une même manière, toutes vos radios thoraciques, et ça va vous permettre de retrouver toutes vos images comme vous le souhaitez. Ici, on a le nombre d'images qui apparaît. Et ici, on a savoir s'il a, en fait, trouvé des choses anormales sur vos radios, ou si, au contraire, il n'a rien trouvé d'anormal. On a un statut ici complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a analysé vos images et qu'il vous a renvoyé la réponse et qu'il n'a fait plus rien sur vos images. Et puis après, il y a 3 éléments ici qui sont un peu obscurs pour moi, qui sont plutôt en fait lorsque vous envoyez les images à un spécialiste, parce que vous pouvez demander à SignalPet d'envoyer les images à un spécialiste humain cette fois-là, qui va lire vos radios et qui va vous les renvoyer. Donc c'est une interface qui est assez simple pour récupérer vos radios, pour vous les taguer et les voir aussi de chez vous et à distance. Une fois qu'on va sur une étude, vous retrouvez ici sur cette image, à gauche, vous avez toutes les images que vous avez faites.
Et donc l'image au centre avec en haut la possibilité de changer les contrastes, rogner l'image, bref, tout ce que vous avez en fait sur votre logiciel radio. Ici, à droite, vous avez l'élément le plus important, en fait, c'est la réponse de SignalPad. Et vous voyez qu'il vous met la réponse de deux manières, des choses anormales et en bas, les choses normales, en vert normal, en rouge anormal. Et une notion qui est vraiment importante, c'est ces petits cadrans-là, qui sont les 4 petits pictogrammes. Plus il y a de pictogrammes, plus ça veut dire que sa réponse, pour lui, il estime qu'elle est fiable. C'est-à-dire qu'en gros, la probabilité que ça corresponde bien à la lésion qu'il a vue, lui, dans son algorithme, est élevée. Donc ça veut dire qu'ici, il est pratiquement certain qu'il y a vraiment du matériel dans l'estomac. Par contre, est-ce que l'estomac est dilaté ou pas? Pas vraiment. Donc en rouge, ce qui est anormal, et puis il vous liste vraiment tout ce qu'il voit ou ce qui lui paraît, en fait, en tout cas, anormal. De la même manière, ici en vert, il va vous lister tout ce qui est normal. Alors, il fait un peu une liste qui n'est pas forcément exhaustive, mais en tout cas, par exemple, ici, sur les poumons, on peut être sûr qu'il n'y a pas de lésion pulmonaire, ou du moins que pour lui, il n'y a pas de lésion pulmonaire. Donc, il faut bien comprendre que cette notion de probabilité, elle est importante parce que plus c'est rouge ou plus c'est vert, plus il est sûr de lui. Malgré tout, ça ne veut pas dire à 100%, et ça on va en reparler plus tard, que c'est certain que la lésion est présente. En tout cas, ça ressemble à ce qu'il a lui dans sa base de données, et plus il y a d'éléments, plus ça ressemble. Un autre élément aussi de SignalPad, c'est qu'il va vous montrer les lésions. Vous voyez qu'ici, il nous met qu'il y a une masse thoracique, et en rouge, il va vous la surligner. Il trouve aussi que l'indice de Buchanan n'est pas tout à fait normal, donc il va vous faire tout simplement un rond autour du cœur. Ici, en haut à gauche, une image où il vous montre qu'il y a un espace intervertébral qui est rétréci. Il vous le montre. Mais si vous cliquez sur les éléments, et je vous l'ai mis ici en gros, j'ai cliqué dessus, il va vous faire le diagnostic différentiel, en fait, où il va vous proposer des différents diagnostics différentiels sur cet espace qui est restreint. Est-ce que c'est une hernie? Est-ce que c'est une histoire de position où il peut y avoir de lésions? Et c'est en ça où il peut servir de formation, c'est qu'il y a plein de petits indices comme ça qui ont été faits alors par l'humain, donc ça peut être forcément bien fait ou mal fait, à vous de choisir, mais en tout cas, ça vous fait réfléchir par rapport à la radio. Même chose ici, on a un animal avec beaucoup de lésions et on parlait aussi tout à l'heure du biais ou de la fatigue qu'on peut avoir en fin de journée. Ici, il va vous lister l'ensemble des lésions qu'il peut y avoir, les entourer, où elle est les calculs, la masse thoracique. On l'aurait peut-être pas vu à ce moment-là, puisqu'on se serait peut-être concentré sur la masse thoracique et puis les calculs urinaires seraient peut-être passés à la trappe. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que derrière, il va pouvoir vous faire un rapport dans lequel il va lister tout ce qu'il a vu d'anormal, et même chose avec cette notion de probabilité, plus il y a de croix, de traits rouges, plus il est sûr de lui. Et puis tout ce qui lui paraît normal en échange. Il va rajouter les radios. Par contre, attention, vous ne pouvez pas retirer certaines radios ou en rajouter. Et élément important, bien entendu, c'est ce qui vous fournit, mais lorsque vous tapez sur le rapport, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière, et vous pouvez rajouter des commentaires. Vous voyez ici, sous les radios, vous pouvez rajouter vos commentaires et votre rapport à vous. Ça veut dire qu'en un seul clic, vous avez la possibilité de rajouter un commentaire et un deuxième clic, vous pouvez télécharger en PDF le rapport. Donc ça, c'est excessivement rapide. Avec le rapport, la dernière page, c'est quoi? C'est tous les diagnostics différentiels dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, quand vous cliquez, vous avez toute une liste de diagnostics différentiels qui vous permettent, même chose, de vous poser des questions. En aucun cas, il vous dit que c'est un diagnostic. Il vous dit juste, j'ai vu cette lésion-là et peut-être que c'est ça. Moi, ce dont je voulais vous parler, au-delà de la technique que vous pourrez tester et essayer, dont vous pourrez discuter avec les fabricants, c'est un point clé, je dirais, qui est, voilà, j'ai mis l'IA, j'aurais pu mettre l'IA en radiographie vétérinaire, mais ça aurait fait un titre un peu long. C'était vous expliquer que, indépendamment de la technique et des qualités scientifiques de la solution que vous aurez employée, il y a des points clés auxquels il faut faire attention. Il y a des points qui sont techniques, et puis il y a des points qui sont plus psychologiques, humains, sociologiques, enfin, qui pourraient donner lieu à des débats intéressants. Donc, je vais commencer par les points techniques, et il y en a un qui est vraiment important. Je suis un peu radical, mais c'est pour éviter les déconvenus, et je pense qu'on pourra en parler peut-être en question, mais les équipes de Mano Médical seront claires aussi avec vous sur ça. C'est que malheureusement, on peut même parler de fracture numérique à certains endroits. J'en avais déjà parlé sur l'utilisation de l'IA
pour la cytologie assistée par IA, et où il y avait une consoeur qui avait exposé avoir 2 sites, dont un était bien connecté et l'autre pas, et la même solution ne fonctionnait pas sur l'un des 2 sites, là où il y avait malheureusement que de la DSL et pas de fibre. On a des tuyaux qui nécessitent d'être de plus en plus gros pour faire passer toutes les infos qu'il y a à faire passer. Les solutions d'IA sont le plus souvent en cloud, c'est-à-dire qu'en fait, on envoie nos données dans des systèmes qui vont analyser la donnée. Donc, ça nécessite le téléchargement ici de plusieurs images en très bonne qualité radiographique, et donc, du coup, ça pèse un peu lourd. Et si vous avez déjà fait un petit peu des tests de connexion, si vous êtes en ADSL, vous allez avoir quelque chose qui va en fait être un peu lent, surtout en ascendant, c'est-à-dire pour envoyer des données. En descendant, souvent, on s'en sort à peu près, mais en ascendant, ça peut être compliqué. Donc voilà, si vous n'avez pas encore la fibre, penchez-vous sur le sujet. Si vous l'avez, c'est chouette, parce que normalement, vous pourrez bénéficier de toutes ces solutions. Si vous ne l'avez pas encore, penchez-vous sur le sujet, parce que ça va rapidement, dans les années à venir, être un facteur limitant pour utiliser de plus en plus de solutions. Nous, chez Nikun, pareil, je peux vous témoigner, au tout début, il y a 7 ans, on n'avait pas la fibre, on avait la DSL, et même pour notre logiciel métier, pour le fait que c'est une base de données en ligne, on avait parfois des difficultés d'accès. Et là, pour des solutions un peu gourmandes techniquement, comme celle dont on vous parle, c'est vraiment important. L'autre point qui est important, et là, ce que vous a montré Pierre, c'était exactement ça, c'est-à-dire que quelque part, SignalPet devient un peu votre logiciel de radiographie, puisqu'il y a la possibilité, c'est ce que je vous recommande moi, c'est de systématiser l'intégration et l'assistance de l'IA. On va en discuter peut-être après dans les questions, mais il y a la possibilité de dire j'en fais pas, j'utilise l'IA, j'utilise pas l'IA pour analyser des radios. Moi, je vous conseille vraiment de systématiser. Rappelez-vous, ce que j'ai dit au début, un pixel est un pixel, et nous, on n'est que des humains, et donc on pourrait ne pas bien analyser les pixels. Le fait qu'il y ait l'intégration directement dans le logiciel de radiographie, ça permet de, si on le souhaite, en tout cas, de dire j'analyse toutes les radios, comme ça, de toute façon, je me donne la meilleure chance possible d'interprétation parce que j'utilise mon œil humain et parce que je me fais assister par l'IA. Ça fait du gain de temps, très clairement aussi, parce que là où avant on aurait été vite, mais peut-être mal, en ayant ce dont on a parlé, les biais de confirmation, la subjectivité, le stress, ce genre de choses-là, je ne dis pas que ce sera parfait, mais par contre, le fait d'avoir à chaque fois cet assistant sur l'épaule, c'est un point important. C'est un point important, et à tel point que je vois, nous, avec nos... Et c'est un point qui est réclamé, nous, quand on a installé Picoxia chez nous. Au début, je l'ai installé un peu pour faire l'essai, pour voir avec les équipes, surtout, ça va faire partie des points psychologiques dont je vais vous parler. Et donc, on avait un essai d'1 mois, et j'avoue, au bout du mois passé, j'oublie en fait qu'il y a ça, et qu'il faut renouveler cette fois l'abonnement et le mettre en route. Et le lendemain du week-end de garde suivant, il y a une de mes salariées Veto qui, tout de suite, le lundi matin, arrive et me dit dis donc, tu nous remets le truc là, parce que moi, ce week-end, en fait, j'avais bien pris l'habitude, et j'étais contente d'avoir quasiment un deuxième avis permanent. Donc ça, c'est un point qui est assez important dans l'implémentation des nouvelles technologies, c'est quand ça permet d'assister, en particulier des personnes qui auraient besoin d'être rassurées, et même nous. C'est ce que disait un peu Pierre. Quand ça dit la même chose que ce qu'on pense, on est au moins 2 à penser que c'est une bonne analyse radiographique, et c'est mieux. Il y a des découvertes fortuites aussi sur la systématisation qui est intéressante. Pierre nous parlait de l'indice de Buchanan, le VHS, qui est mesuré systématiquement maintenant sur la plupart des systèmes. Ça avait fait l'objet d'une super thèse, alors qui est bien dur à lire, mais qui était intéressant, de Quentin Berche en 2022, qui avait reçu le prix Test VetInTech pour ça. D'ailleurs, il avait travaillé avec Picoxia sur l'implémentation du VHS sur toutes les radios. Alors, avec les limites que tu nous as expliquées, Pierre, effectivement. Et encore, je pense que ça mériterait de discuter avec le data scientist. Je pense qu'il y a la capacité à avoir des petites nuances de gris que notre œil voit peut-être pas assez. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il se permet de le calculer. Mais bon, c'est toujours bien de remettre un peu en cause. Donc, des choses qui vont être systématiques, des découvertes fortuites qui, en fait, à mon avis, vont être
beaucoup plus fréquentes que ce qu'on croit, en se disant « Ah oui, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça ou pas vu ça. Ah bon, il y a ça ». Et c'est là en ça que c'est intéressant d'avoir l'assistance systématique de l'IA. Je parlais de projets globaux et ça marche pour tout, mais ça marche encore plus pour les projets technologiques et c'est un verbe qui n'est pas assez connu en vétérinaire qui s'appelle itérer. Et c'est logique en fait dans notre culture médicale que ce soit pas connu parce que l'itération, c'est en fait on fait des processus où on crée, on affine, on améliore et en santé humaine ou animale et heureusement, on a plutôt tendance à être le plus parfait possible dès le début pour éviter simplement les décès, les erreurs de diagnostic. Donc pour autant, pour la gestion de projet et la mise en place d'un outil avec de l'IA, et ici comme SignalPet dans votre clinique, itérer, c'est probablement la bonne façon de faire. C'est-à-dire qu'on va planifier les choses, déployer, tester, et puis évaluer, réviser. C'est un peu les cinq points clés. Si on se met un peu dans le concret d'une clinique chez vous, là, vous vous dites, OK, on va essayer ces solutions-là, on va mettre en place SignalPet avec Manuel Médical chez nous, ça veut dire d'abord préparer, en fait. Ça veut dire en amont, on dit à l'équipe, on va avoir une solution, il va y avoir de l'IA, on vous donne quelques infos là-dessus. Présenter, pourquoi pas une réunion de présentation, je pense en particulier auprès de l'équipe vétérinaire qui va être un peu curieux, qui va avoir des questions, qui va vouloir essayer tout ça, pourquoi pas même faire une petite prise en main juste comme ça pour voir pendant 1 ou 2 semaines sans qu'il y ait d'usage vraiment concret réel et puis surtout partager, voilà. C'est-à-dire il faut aller collecter, se dire bon alors t'en penses quoi, est-ce qu'il y a des choses qui te vont, des choses qui te vont pas, pour bien comprendre comment ça marche et améliorer l'outil, et puis faire les remontées, bien sûr, auprès de Mano Médical, et qui remontera aussi à SignalPet pour ajuster les choses. Cette façon d'itérer, d'utiliser correctement les choses pour ce genre de projet, c'est important. Je vais vous raconter une petite anecdote, je pense que j'ai un peu le temps. Donc, au London Vet Show, donc cette fameuse table ronde sur l'usage de l'IA en radiologie vétérinaire, c'était justement SignalPet qui présentait avec IVC Evidentia, donc un réseau de cliniques en Angleterre, et qui expliquait les difficultés qu'ils avaient pu rencontrer. C'était chouette parce que c'était un bel exercice de transparence. Ils avaient dit, nous, on avait prévu de déployer sur toutes les cliniques anglaises SignalPet claque au 1er janvier. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. En vrai, il y avait 25% des cliniques qui, techniquement parlant, au niveau de la qualité de connexion, ne pouvaient pas déployer la solution. D'où le fait que je vous ai parlé de Ordafi, point de salut. Et ensuite, comme ils ont déployé ça un petit peu rapidement, sans trop expliquer aux équipes, il y a eu forcément beaucoup de résistance. Voilà, les gens n'ont pas compris pourquoi on leur imposait, entre guillemets, cet outil-là. Donc, au bout d'un moment, ils ont tout arrêté et ils ont repris les choses tranquillement à zéro. Et maintenant, ça se passe beaucoup mieux avec des résultats intéressants, en particulier sur le fait d'avoir confiance dans le fait de faire les radios. Donc, je serais très curieux de refaire le questionnaire dont je vous ai parlé au début sur l'indice de confiance auprès d'équipes qui bénéficient d'IA pour la radiographie vétérinaire. Également, la capacité à faire plus de radios parce que plus confiance et moins peur de se dire je ne vais pas arriver à en tirer quelque chose. Et au final, aussi, un autre point qui n'est pas neutre, c'est meilleure facturation parce que plus confiance dans les radios, plus confiance aussi dans la qualité de ce qu'on en sort. Pierre nous a montré les comptes rendus là qui sont plus clean parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on dit aux gens j'ai vu ci, j'ai vu ça. Éventuellement, on leur montre un peu sur un écran, mais il y a rarement des comptes rendus, parfois en référé, mais en pratique généraliste comme chez nous par exemple, peu souvent. Et justement, là, on parle de clients. Et on pourrait se dire, mais on fait quoi? On garde ça dans notre coin, on en parle, on n'en parle pas. Alors, mon point de vue à moi, c'est qu'il faut en parler. De toute façon, si vous n'en parlez pas, SignalPet en parle, puisque vous avez peut-être vu rapidement sur les slides de Pierre, tu vas peut-être en reparler après. SignalPet dit clairement, voilà, il y a un usage de l'IA pour faire ce rapport et il y a un disclaimer sur les responsabilités conjointes du vétérinaire et de l'IA, c'est-à-dire qu'il est rappelé que ces outils d'IA sont juste des outils d'assistance à l'analyse radiographique et que, bien entendu, le diagnostic reste entre les mains du vétérinaire. Je vous invite aussi à faire, et ça c'est valable pour tous les actes, mais là aujourd'hui on parle de radiographie, un petit travail de refresh
sur l'appellation des actes. Trop souvent, dans certaines cliniques, quand je discute avec des collègues, des amis, des camarades de promo, et qu'on regarde un peu ça, voilà, c'est succinct, c'est compréhensible. Hein, voilà, comme je vous ai mis, une radio, bah, on comprend. Mais si on met une radiographie numérique plus interprétation assistée par intelligence artificielle, ça claque déjà un peu plus. Alors, ça fait un peu long. Il y a certains logiciels métiers qui n'aiment pas trop ça. Mais il y a beaucoup plus de valeur dans cette appellation-là que dans l'appellation une radio. Et surtout, il y a le jus de cerveau que vous y mettez et le cerveau de l'IA aussi. Je vous invite aussi à communiquer dessus. On le fait en fait de temps en temps sur nos réseaux sociaux, par exemple, sur le site internet. On mentionne qu'on utilise de l'IA. Je pense que globalement, c'est quelque chose qui peut être bien perçu par les propriétaires. C'est quelque chose qui peut être aussi bien perçu par les recrues pour le côté vétérinaire. Ça montre que vous êtes une clinique moderne qui essaye d'adopter des outils du futur, même si malheureusement pour eux, ils n'ont pas beaucoup de formation là-dessus en école pour y aller de temps en temps. Et dernier point, ça sera peut-être l'objet de questions, d'échanges là-dessus, c'est le tarif de vos actes de radiographie. Il faut intégrer le coût de l'IA. Je dirais qu'il n'y a pas de raison. Hein. Vous apportez une solution, vous vous équipez, vous vous formez à de nouveaux usages. Donc, je dirais que c'est complètement légitime d'intégrer le coût de l'IA. Donc, on reparlera du modèle économique peut-être après. Vous avez un acte qui est pratiqué avec plus d'assurance, plus fréquemment. Donc, il n'y a pas de raison qu'en tout cas, ce soit une prise en charge par vos soins. Le propriétaire va avoir un meilleur résultat, très probablement. Donc, assez logiquement, c'est à lui d'assumer le fait d'avoir ces meilleurs résultats. Je vais repasser la parole à Pierre qui va vous parler de cas cliniques et vous allez voir, c'est assez intéressant tout ce qu'on peut tirer de tout ça. Alors, Pierre, je pense qu'il faut que… Je viens de te demander la main. Ouais. Je rebascule là. Hop, je te la redonne tout de suite. Hop, je te redonne le contrôle et je vais repasser en diaporama. Génial. OK. Cas classique, le petit Jack Russell hyperactif qu'on reçoit à 19h ou en garde. Il court partout. On ne peut pas le gérer. Et il vient pour une boiterie d'apparition soudaine, grade 3 sur 5. Ça veut dire qu'il pose la patte, mais il boite. Et puis par contre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous approcher un tout petit peu de son genou gauche. Et on voit en effet qu'il a très mal dès qu'on s'approche, dès qu'on met la main sur le genou. Donc forcément, vous faites une radio tant bien que mal. Vous voyez que là, la radio, elle est un peu de profil. Enfin, du moins, elle n'est pas parfaitement, les condyles sont pas fémoraux, en tout cas, sont pas superposés. On voit quand même que nettement, le genou est gonflé. Et puis, après, alors en effet, soit vous êtes orthopédiste et vous avez déjà vu la lésion, soit vous êtes jeune véto sortant de l'école et vous vous dites, mince, il y a des cartilages de croissance dans tous les sens, comment je vais faire? La première chose que vous allez faire, c'est faire finalement la radio contralatérale. Voilà, la radio contralatérale. Et puis vous allez faire en fait ce que fait l'intelligence artificielle, c'est que vous allez comparer ces deux images. Alors vous, votre algorithme, c'est une image, contrairement à Sinelpet. Mais malgré tout, vous allez vous dire et chercher les erreurs. Donc, en effet, vous allez pouvoir trouver la solution. Soit vous allez prendre un bouquin de radiologie, mais voir les cartilages de croissance sur un bouquin de radiologie, c'est pas toujours évident de retracer ça dans la réalité. Donc, même chose, on prend son temps, on regarde. Donc, finalement, face à cette radio, on est ici tout seul à regarder. On a deux solutions après ça. C'est demander à un confrère qui passe par là. Et on voit comme cette jeune fille avec la radio à l'envers. Souvent, quand on fait ça dans un couloir ou entre deux, on donne pas toutes les infos à notre confrère et on espère qu'il va nous donner la réponse. Donc, souvent, enfin, moi, par expérience, une fois sur deux, la réponse est à côté. Mais une fois sur deux, par contre, on a une bonne réponse. Et puis surtout, parfois, cette discussion nous amène sur des diagnostics différentiels auxquels on n'aurait pas pensé. Et finalement, l'autre solution, c'est de faire un appel à un ami, c'est-à-dire à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, non seulement elle va voir la lésion, elle va vous la montrer. Dans cette fracture ici de l'arrière et du plateau tibial, très probablement, c'est une fracture assez classique qu'on voit quand même régulièrement en référé. Et on les voit généralement 15 jours ou 3 semaines après la fracture, lorsque le chien continue de boiter et que le plateau tibial a carrément basculé vers l'arrière et qu'il faut finalement faire une TPLO au chien pour lui remettre son plateau tibial droit. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le cas où on est pressé, on est stressé, on est fatigué, où on est tout seul à la clinique et on n'a pas d'orthopédie sous la main, où là, l'intelligence artificielle peut clairement nous aider. Là où l'intelligence artificielle peut nous aider aussi, c'est ce cas assez évident de chat qui a une patte cassée. Mais
L'intérêt, c'est aussi de souligner l'arthrose sur le coude, et on parlait de rapport tout à l'heure, ben dans le rapport, il sera noté l'arthrose sur le coude. Ça veut dire que si on a une récupération fonctionnelle qui n'est pas suffisante, ou du moins pas aussi bonne que l'aurait espéré le propriétaire après une chirurgie de fracture, on avait aussi la preuve qu'on avait bien de l'arthrose sur le coude et que c'était bien signalé au propriétaire, et que forcément, cette arthrose peut avoir un impact après une chirurgie, ou du moins sur une récupération. Donc, on fait des bilans lésionnels un peu plus complets et puis surtout écrits avec des rapports. Par contre, et c'est Grégory, là je reprends ce qu'il disait, il y a vraiment une limite à ça, c'est essentiellement les erreurs techniques. Il faut savoir que c'est de l'imagerie. Et à partir du moment où on fait de l'imagerie, c'est une chaîne. La chaîne, c'est quoi? C'est je prends bien ma radio, j'ai un matériel qui me permet de faire de bonnes radios, j'ai ensuite une connexion qui me permet d'envoyer des images d'ICOM à distance et je reçois rapidement la réseau. S'il n'y a pas toute cette chaîne-là, à un moment donné, ici un maillon faible, on n'aura pas une bonne qualité. Vous voyez que ici, sur cette image en haut à gauche de radio thoracique, surexposée, je suis incapable de répondre. C'est le même cas. Vous voyez qu'il a une tumeur ici sur sa patte avec une lise. Alors, l'intelligence artificielle nous répond là assez facilement. Alors, même si Grégory nous disait tout à l'heure, en effet, qu'il y a une notion sur le gris qui est supérieure à l'œil humain, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable de détecter des gris supérieurs à ce que nous, on est capable de voir. Malgré tout, on n'a pas de réponse. On n'est pas capable de dire est-ce qu'il y a une métastase ou pas. Donc, ça ne vous empêchera pas, malheureusement, de faire des bonnes radios et de qualité. Et même chose, je n'ai pas parlé des positions, mais si vous faites les radios n'importe comment aux trois quarts, l'intelligence artificielle, vous n'aurez pas une bonne réponse. C'est une évidence. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent modifier un petit peu les réponses de l'intelligence artificielle. C'est quoi? C'est par exemple tous ces matériaux, que ce soit le sable, la barite, où vous voyez qu'on a une accumulation dedans et du coup, on triche un petit peu, ou du moins on masque un petit peu la réponse de l'intelligence artificielle, on va un peu la biaiser plus exactement. Vous voyez qu'ici, en effet, il nous dit qu'il y a beaucoup de matériel dans l'estomac, sûrement, mais il y a une superposition avec le côlon. Donc, en effet, est-ce qu'il y est ou pas? Alors, l'intérêt, vous voyez qu'ici, par exemple, sur la prostate, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la prostate, en effet, elle est assez développée. Chose point. Mais vous voyez, ce cas-là, ce qui vient pour les trous digestifs et des vomissements, il a été opéré, il y a 2 éponges qui lui ont été retirées de l'intestin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les erreurs techniques, mais on peut aussi avoir des erreurs purement de la réponse. Est-ce que finalement la réponse que nous donne l'intelligence artificielle, le logiciel, est-elle fiable? Est-ce qu'elle est linéaire, c'est-à-dire que j'aurai toujours la même fiabilité dans le temps ou pas? Vous voyez que dans ce cas ici, on a une réponse sur cette radio de profil de tibia qui est fracture et genou gonflé. Quand on regarde le genou là-haut, alors je ne l'ai pas tout à fait bien, mais on ne voit pas qu'il est très très gonflé, on n'a pas la sensation d'avoir un énorme genou. Et par contre, on a de l'air ici sous la peau en bas du tibia, donc ça veut dire qu'il y a soit des plaies, soit une infection et une production de gaz. Et puis, on a aussi manifestement une instabilité tarso-métatarsienne ici avec une ouverture de l'articulation à cet endroit-là. Donc là, on a vraiment une réponse qui est totalement incohérente, alors que la radio, elle n'est pas si mal que ça quand même en qualité. Pourquoi il y a cette mauvaise interprétation? J'avoue que là, de temps en temps, moi, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas pourquoi on n'a pas cette réponse qui est fiable. Même cas ici, donc ça c'est un chat. Sur cette radio, l'intelligence artificielle nous répond estomac distendu, ok, peut-être, il y a une superposition du côlon, du côlon qui vient dessus. On a un gros foie, bon, ouais, c'est discutable, et puis peut-être des corps étrangers. En fait, ça c'est un animal en effet qui avait des troubles digestifs. Donc, si on garde notre anamnèse, troubles digestifs, tiens, ici le résultat de l'intelligence artificielle qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose dans l'estomac ou éventuellement un corps étranger, bon, on fonce. Sauf que si vous regardez bien, la position ici du rein gauche arrive au niveau de L6, alors que la position d'un rein gauche, normalement, c'est plutôt L1, L3 et grand maximum L4 au départ. Ici, vous avez le rein droit, même chose qui est vraiment très en arrière, alors que d'habitude, la position, c'est plutôt T13, L1, L2. Et ici, vous avez réellement un effet de masse, concrètement, qui pousse en fait les reins vers l'arrière. Donc lui, l'intelligence artificielle, il analyse les reins, il ne voit pas de calcul, choses comme ça, mais il n'est pas capable de voir qu'ils ont été mal positionnés ou repoussés par une masse. Donc méfiance aussi sur ce genre de choses. Alors ça, c'est en fait une tumeur surrénalienne assez volumineuse sur cet animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les limites sont quand même assez franches et rapides. Et vous voyez que si on n'a pas de bonne radio, de bonne qualité technique, et puis il y a des choses aussi où on voit tout de suite les limites aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Une autre limite concrètement, c'est tout ce qui est orthopédie.
Concrètement, aujourd'hui, ils sont capables de bien diagnostiquer les fractures, c'est-à-dire les discontinuités en fait, des corticales. Ne croyez pas que l'intelligence artificielle va vous permettre aussi de suivre les cicatrisations osseuses. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de le faire. Vous voyez qu'ici, sur cette radio, il y a un implant. L'intelligence artificielle nous dit que le genou, il est là. Donc, carrément, il est à côté de la plaque. Même chose sur les coudes. N'espérez pas faire et remplacer un spécialiste qui va vous dire s'il y a une fragmentation de processus coronoïde comme ici. On pourrait très bien ici qui se détache. Par contre, l'intelligence artificielle, en effet, va vous dire, alors voyez ici dans ce cas-là, fracture, ok. Et puis, il y a surtout en effet une arthrose, une ostéophytose. Ok. Mais donc, sur du diagnostic précis comme celui-là, l'intelligence artificielle n'y arrivera pas. Même chose, cas classique de ligament croisé, de rupture de ligament croisé. Vous voyez que le tibia ici est particulièrement avancé par rapport aux condyles fémoraux. On voit nettement que l'articulation est gonflée. Alors lui, il voit en effet l'effusion, c'est-à-dire le gonflement articulaire et l'accumulation de liquide, mais en aucun cas, il est capable de voir que le tibia est avancé par rapport au fémur. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire un diagnostic de rupture de ligament croisé. Enfin, il y a des choses sur lesquelles il n'est pas aussi encore pour l'instant capable de travailler. C'est compter le nombre de fétiches ici dans un ventre. Et bien entendu, le suivi des stents ou des subs, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui les dépasse complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reprend ma première slide qui était les attendus de l'intelligence artificielle, l'aide au diagnostic différentiel, ben vous avez vu que vous avez des supports lorsque vous cliquez, il y a des textes qui ont été faits qui peuvent vous aider. Réduire les erreurs humaines, en fait, c'est surtout éviter d'oublier certaines lésions, nous rassurer dans notre diagnostic, en effet, quand ils trouvent la même chose. L'outil de formation, ben, je vous ai montré ça un petit peu sur les radios de thorax, où ça nous permet de repenser un peu la façon dont on analyse nos radios thoraciques. La réalisation de compte rendu, je pense que ça, c'est vraiment un point fort, puisqu'on ne le fait pas aujourd'hui en radiologie, et je pense que c'est un tort. On commence maintenant en échographie, même pour les consultations générales, à faire des rapports aux gens. Je pense qu'en radio, il va falloir qu'on le fasse. Concrètement, ça ne remplacera pas un spécialiste aujourd'hui. Et puis, un élément, moi, qui me paraît important, parce que vous payez, en fait, finalement, l'interprétation, mais ça vous permet aussi de faire un PACS pour vos images, puisque ça vous permet, à la maison, de récupérer les images, par exemple, que quelqu'un a fait en garde ou quoi que ce soit. Et la dernière chose, je conclurai là-dessus, c'est que, vous voyez, si je pose la question à Signal PET, est-ce que Signal PET est capable de donner un diagnostic? La réponse, elle est claire et nette, c'est non. Ça veut dire que votre responsabilité est tout entière, elle ne remplacera pas, le logiciel ne remplacera pas à aucun moment votre responsabilité. Voilà. Merci Pierre. Merci beaucoup, pense. messieurs. Merci pour cet exposé clair et transparent sur les limites également de ces solutions-là. Pendant votre exposé, donc, il y a eu deux petites questions, une à laquelle je pense que vous avez répondu plusieurs fois, mais sur laquelle je vais revenir, donc sur la qualité des radios. Les radios montrées font montrer en thorax abdo. Est-ce que la qualité des constances pose un problème ou pas? Je pense que vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, Pierre ou Grégory. Concrètement, aujourd'hui, les capteurs plans, si je reprends un peu la chaîne, les capteurs plans nous permettent quand même d'avoir une latitude sur les constantes assez importante. Les logiciels derrière qu'on a de retraitement des images nous permettent encore de rattraper une partie de nos erreurs. Et donc, et puis la troisième réponse, c'est que Grégory l'a dit, en fait, tous ces logiciels-là, et c'est vrai en particulier en scanner, c'est que notre œil humain est capable de voir une certaine plage de gris et que eux, ces logiciels-là, sont capables de voir une plagerie beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'en effet, ils sont un peu plus souples que nous sur la qualité des images et donc, voilà, ils sont capables d'analyser de mauvaises images alors que nous, on ne pourrait pas. Malgré tout, attention, le but, c'est pas de faire tout et n'importe quoi et taper les radios dans tous les sens. C'est à mon avis, c'est sur ça que je voudrais, enfin, qui serait dommage qu'il arrive dans le temps, c'est que finalement on fasse les radios n'importe comment, qu'on envoie ça à l'IA et qu'on espère que ça donne une réponse. Clairement, la réponse sera de bonne qualité si on a des images de bonne qualité. Okay. Je plus sois complètement et en disant que l'avantage qu'on a quand même, c'est que les appareils, surtout capteur plan, là, nous on a changé depuis peu, ça fait quand même faire un saut où déjà le numérique c'était un premier saut et où en gros le positionnement reste à mon avis la principale responsabilité, mais par contre tout ce qui est constante et tout, enfin faut vraiment avoir pas de chance ou être très 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 pressé pour taper autant à côté qui ne puisse pas être corrigé par le système. Donc ça c'est beaucoup plus
tranquille qu'avant, où je parle même pas des bains il y a 20 ans, quoi. Donc, Et donc, il y avait une deuxième question, je vais répondre directement, puisque les commentaires, existent-ils en français? Oui, la solution SignalPet est traduite en français. C'est justement la particularité donc, de l'accord que nous avons contracté avec eux pour effectivement avoir un matériel qui soit en français, puisqu'au départ, c'est une solution américaine. J'ai une troisième question, sinon, qui est apparue. Donc, en humaine, les interprétations ortho, notamment, sont-elles beaucoup plus avancées à votre connaissance ou pas particulièrement pour Non. l'IA en UM? Non, clairement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle en humaine, c'est les radiologistes qui l'utilisent pour les tumeurs mammaires, les tumeurs de la prostate et les mammographies. C'est les 3 points vraiment où l'intelligence artificielle s'est développée fortement. Et si vous allez notamment sur le site de l'hôpital Rothschild, vous verrez qu'ils mettent sur leur site qu'ils utilisent l'intelligence artificielle dans ces domaines-là. C'est vraiment les points aujourd'hui où ça s'est développé. En orthopédie, non, aujourd'hui, ça s'est pas bien développé. Alors après, ça dépend aussi de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est d'interprétation que ça ne s'est pas développé. Là où l'intelligence artificielle s'est beaucoup développée en orthopédie, c'est sur l'utilisation des calques, des différents types de matériel qu'on met sur les radios pour préparer la chirurgie. Parce que finalement, l'intelligence artificielle, on l'utilise finalement au quotidien bien plus que ce qu'on imagine. On l'a un peu finalement dans tous nos logiciels. Merci Pierre. On a éclusé les questions qui étaient posées. Je tiens particulièrement à vous remercier tous les deux pour avoir accepté pour votre exposé clair et comme je l'ai dit, tout à fait transparent sur l'utilisation en général et pas seulement focalisé sur l'outil que nous lançons en France. Merci à toutes et à tous d'y avoir assisté. Suite à ce webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction pour nous faire part de ce qui vous a plu, pas plu, ce qui nous permet de toujours progresser. Ah, j'ai peut-être une dernière question qui... Ah, merci, merci beaucoup. Voilà, donc je ne suis pas le seul à vous remercier, les participants aussi. Merci en tout cas chaleureusement à Grégory et à Pierre pour cette présentation qui a été donc enregistrée, qui sera disponible sur notre site internet en replay également. Et donc je demande aux participants de bien vouloir répondre au petit questionnaire. Je sais bien que il n'est pas très long, ça peut paraître fastidieux, mais ça nous donne pas mal d'informations en retour pour l'organisation des webinaires futurs. Merci encore à tous les deux, merci à tous et bon après-midi à tous. Au revoir. merci, au revoir. Merci beaucoup.